Luba Jürgenson, donc à ma droite, Luba, bonjour. Vous êtes ici avec toute une œuvre, et c'est à se demander d'ailleurs comment vous faites pour tant loger dans votre si courte vie. Une œuvre traduite qui se trouve véritablement au cœur de nos préoccupations de ce matin, parce que l'univers concentrationnaire, Luba Jürgenson, est votre univers, votre maison, non que vous l'ayez vécu, qu'à Dieu ne plaise, mais parce qu'il vous habite, comme il habite votre œuvre d'auteur, de traductrice, de chercheur, et j'imagine aussi votre vie. Donc Luba Jürgenson, écrivain, traductrice, chercheur universitaire, est-ce que c'est dans le bon ordre? Il n'y a pas d'ordre. Il y a écrivain en premier. Écrivain en premier, avec un livre d'auteur qui fait écho d'une façon un peu plus directe avec le sujet d'aujourd'hui, et qui est intitulé « Écrire la terreur ». L'expérience concentrationnaire est-elle indicible? Pourquoi poser la question par la négative? Parce que le mot disciple n'existe pas? Non, parce que la question de l'indicible fait débat, et que je crois qu'on ne peut que la poser, hein, c'est-à-dire l'indicible. Bon, c'est une question avec laquelle je suis arrivée face à ce corpus, parce que j'ai abordé la question des camps, d'ailleurs les camps du Goulag, mais aussi les camps nazis, à travers la littérature et le témoignage littéraire. Donc il s'agissait de questionner les constructions littéraires, hein, qui visaient à restituer non seulement l'univers du Goulag et son histoire, mais aussi sa reconstitution dans la mémoire des témoins. Enfin, tous les témoins sur l'œuvre desquels j'ai travaillé ont donné une place très importante à travers leur procédé littéraire, hein, à ce qui ne saurait être dit. Donc c'est avec cette question qui me permettait d'aborder cette œuvre. Mais pendant que j'ai commencé ce travail, en fait, il y a une vingtaine d'années, et pendant que je travaillais sur ce livre de thèse de doctorat, je me suis aperçue que l'indicible était devenu un cliché. C'est-à-dire que cette question s'est émancipée de la recherche pour devenir, en fait, court-circuiter la pensée sur ce qu'a été la terreur. Et que, en disant, ben voilà, c'est indicible, on peut très facilement aussi s'empêcher de penser. Donc, je pense que la question mérite d'être posée. Il y a dans la restitution testimoniale de l'expérience des camps quelque chose qui fait toujours référence à une perte chez les témoins de ce qui constitue le noyau même de leur expérience, mais que cette perte ne peut être évoquée, nourrit une interrogation, mais en aucun cas ne constitue une réponse unilatérale à ce que c'est que cette expérience, à ce qu'est cette expérience, et surtout, je crois qu'il ne faut pas l'instituer en réponse définitive. C'est un cadre de pensée. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, merci. À ma gauche, Ksenia Jagiello, qui nous présente ici une traduction impressionnante. Il s'agit des Vaincus de Irina Golovkina. Nous allons bien sûr revenir sur ce livre d'une façon plus approfondie. Ksenia est linguiste, spécialiste de linguistique diachronique, une spécialiste donc extrêmement pointue qui s'est intéressée, semble-t-il, alors je vais dire ça avec des mots à moi, aux mutations de la langue russe liées au temps des troubles, au début du XVIIe siècle. Linguiste donc,
Et j'ai une première question qui est une question hors sujet, mais votre avis de linguiste m'intéresse, Ksenia. Vous qui fréquentez la Russie des XVIe, XVIIe siècles, vous qui observez, pour y avoir vécu et pour y vivre, la Russie d'aujourd'hui, parlez-nous, docteur, de la langue russe. Comment va-t-elle en 2013? Elle se porte, je pense, assez bien. Il y a toujours ces périodes où on dit « ouh », il y a la déperdition de la langue, avec beaucoup de mots étrangers qui arrivent, etc. Je pense depuis longtemps, la langue russe renouvelle, la plupart des langues de culture, avec un certain rayonnement, renouvelle un pourcentage de leur vocabulaire. Du point de vue de l'usage, il n'y a rien non plus d'alarmant. Dans les écoles, les enfants apprennent relativement bien à parler, à s'exprimer, à écrire. La littérature, on le voit, je trouve aussi, est en essor. Les gens lisent beaucoup. Il y a maintenant beaucoup de tablettes. Plus dans le métro, ce ne sont plus les personnes avec les livres, avec les couvertures en plastique ou avec du papier journal, mais tout le monde a sa petite tablette et tout le monde lit. Donc, que dire d'autre? Donc si le prince Oleg, qui est l'un des protagonistes du livre que vous avez traduit, ressuscité de ses cendres, lui qui est nostalgique de la vieille Russie de la noblesse, que dirait-il? Il n'y a plus de langue russe? En d'autres termes, est-ce que la tyrannie qui est l'objet de notre propos ce matin a transformé. Voilà, oui. Elle a transformé la langue puisqu'il y a quand même le jargon justement concentrationnel et le maths qui est quand même très développé, de langue un petit peu à part, qui, on peut le regretter, pénètre vraiment toutes les couches sociales. Et mes enfants me rapportent de temps en temps des petits mots que je Ils sont des gros mots. Ils sont des gros mots. Et effectivement, il faut lutter, mais il y a quand même de la part de tous les enseignants, tous les pédagogues, une réelle volonté de combattre cet afflux, cet emploi qui est très ordurier. Il y a effectivement énormément d'anglicismes, des gens qui utilisent, qui pensent bien faire en utilisant un mot anglais ou français pour un mot qui existe en russe, et certains s'insurgent et trouvent que c'est dommage d'une grève utiliser cette belle langue qui est le russe. Mais je pense que c'est un phénomène qui existe toujours, et si Alek Andreevitch arrivait débarquer là, à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il comprendrait très bien dans la rue, il n'aurait absolument aucun problème de communication. À ma droite, merci Ksenia, à ma droite Françoise Lorest, vous êtes ici pour la traduction d'un livre qui n'est pas un livre de mémoire, qui est un curieux objet littéraire, signé Pavel Polflorensky. Vous-même êtes traductrice bien sûr, slaviste, linguiste aussi. Rien de tout cela ou Moins que tout linguiste, pas du tout linguiste par vocation. Vous n'êtes pas du tout linguiste, mais traduisez du russe, du polonais, de l'anglais. Est-il exact que vous connaissez aussi le tchèque? Je l'ai connu jadis, je l'ai aussi appris en polonais. Vous avez signé une œuvre de traductrice dans le domaine principalement du christianisme, de la théologie, de l'iconographie, et le livre qui vous amène à nous aujourd'hui donc nous vient de l'archipel des Solovki. Alors c'était une unité concentrationnaire, pénitentiaire,
un archipel qui se trouve dans la mer Blanche, très haut, au 65e parallèle, je crois. 150 km du cercle polaire. Et qui est en train de recouvrer sa vocation monastique première, peut-être aussi touristique. Y êtes-vous allé? Oui, bien sûr, je suis allée au début de ce périple grâce à Tatiana Vassilievna Flavienska, qui était une amie extrêmement chère et que j'ai perdu malheureusement avant la parution de ce livre. Nous sommes allés ensemble par le chemin de fer de Moscou à Kem et ensuite par le petit bateau qui n'était pas encore celui du monastère, c'était en 93, et dans lequel, à défaut de passerelle d'embarquement, il fallait se jeter dans les bras du capitaine, lequel était un loup de mer véritable. Je vous passe les détails de l'embarcadère, en dessous duquel on voyait l'eau, et les planches pourries, donc il y avait toujours la possibilité éventuellement de tomber au fond, mais c'est un souvenir absolument mémorable et j'ai eu la chance extraordinaire d'être logée dans une famille dont le père de famille faisait les mires et les tuiles en bois qui allaient reconstituer les dernières coupoles encore non reconstituées des grandes églises du Kremlin de Soleil. Merci. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec... non, malheureusement, moi, je l'ai lu pour faire écho aux propos de Xenia dans sa version électronique. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons revenir vers vous, Luba Jorgensen, en commençant par un curieux petit livre qui, à mes yeux, est une véritable découverte. Seulement 80 ans nous séparent de l'écriture de ce livre, mais on a le sentiment, en l'ouvrant, de pousser les portes de la grotte de Lascaux. Il s'agit d'un journal signé Ivan Tchistchakov et qui est le témoignage d'un gardien de camp. Donc, le goulag, pourrait-on dire par un raccourci, mais le goulag vu de l'autre côté. Alors tout de suite une question, tant ce texte, je pèse mes mots, semble incroyable. Luba, s'il vous plaît, rassurez-nous et promettez-nous que ce texte n'est pas apocryphe. Non, ce texte provient des archives de Mémorial, de l'association Mémorial qui, depuis la perestroïka, cherche à reconstruire l'histoire et la mémoire des répressions en URSS et donc qui a commencé alors une collecte de documents en s'adressant à la population. Il y a donc, des archives très importantes. Ce texte a été trouvé il y a quelques années dans un grenier. On ne sait pas très bien, puisque l'auteur du journal a été lui-même, après avoir gardien, victime du système, et donc il a été arrêté et envoyé au front où il a péri. Donc que ce journal se soit conservé, c'est effectivement, ça relève du miracle. On ne sait pas très bien par quelle voie il a atterri dans ce grenier, mais ce que je peux vous dire, c'est que je me suis évidemment rendue aux archives de Mémorial. J'ai touché ce journal, j'ai travaillé avec le manuscrit, et donc il est parfaitement authentique. D'ailleurs, je le savais avant d'y aller, parce que ce journal n'a absolument rien de spectaculaire. Il fallait vraiment se plonger dedans pour en extraire la matière. Donc voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu fabriquer un fond de cet ordre-là. Hein. Disons que si on avait voulu fabriquer un fond, on aurait fait autre chose. Et est-ce que ce journal, de votre point de vue, bon, il présente un intérêt historique évident, est-ce qu'on peut le qualifier d'objet littéraire ? Alors je me suis posé cette question. Bon, le journal, de toute façon, il appartient effectivement, le statut de cet objet est très particulier, évidemment.
Son intérêt majeur vient du fait que nous avons très très peu de témoignages de l'autre côté des barbelés, donc c'est un document presque unique. Enfin, j'en connais un autre qui verra bientôt le jour, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais disons qu'il y a très très peu, pour des raisons absolument évidentes, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils ont survécu, n'avaient pas très envie de raconter ce qu'ils avaient fait, et sur le moment, il était extrêmement dangereux de tenir un journal lorsqu'on faisait partie de l'institution. Voilà, c'est un document absolument exceptionnel. Ce qui en fait aussi un objet, alors je ne sais pas littéraire, mais en tout cas un objet de culture et qui doit être étudié. Vraiment, j'espère que des chercheurs vont s'intéresser à ces textes. C'est que l'écriture du journal reflète toute l'ambiguïté de la position de ce personnage qui, en fait, s'est retrouvé, c'est un gardien un peu atypique, mais aussi typique d'une certaine façon, c'est-à-dire il s'est retrouvé mobilisé dans les troupes du NKVD, alors qu'il n'avait absolument pas demandé, ce n'est pas de son propre gré qu'il est allé sur les chantiers de l'Extrême-Orient. Et il a d'emblée considéré cette affectation comme une sorte de châtiment, hein, presque comme une arrestation, ce qui fait que tout au long du journal, en fait, il envisage différentes stratégies pour s'en sortir. Et ce qui est, voilà, et à ce titre, cet objet, c'est un objet d'étude absolument extraordinaire, c'est que d'abord on voit se déployer à travers le journal ces deux personnalités, enfin on voit vraiment le clivage et la négociation entre ces deux identités, celle de gardien et celle de victime, hein, entre guillemets, en ce sens qu'il adopte presque deux écritures différentes lorsqu'il se positionne comme l'un ou comme l'autre, hein, avec la langue de bois soviétique qu'il fait sienne lorsqu'il représente l'institution, et une langue beaucoup plus libre, un peu héritée de enfin, populaire, une langue populaire lorsqu'il se sent victime. Et surtout, ce qu'il finit par imaginer comme stratégie, parce qu'il a l'impression d'être puni pour rien, eh bien, il va donc finalement se trouver une faute. Cette faute, il va la commettre, hein, en ce sens que son journal devient le lieu de la contestation, et c'est sans doute pour cela qu'il a fini par être arrêté, de façon parce qu'il imagine que la seule façon de s'en sortir, c'est de se faire arrêter et de purger sa peine. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, c'est que une fois qu'on est arrêté, on entre dans un circuit dont on ne se sort pas si facilement. Mais voilà, donc il y a toute une... Je veux dire, on peut vraiment étudier différents aspects du système soviétique et du système répressif en particulier à travers ce journal, à travers le discours. Et dernière question s'agissant de lui, cet homme a une plume, est-ce qu'il a une conscience? Certainement, il a certainement une conscience. Bon, sa plume, c'est peut-être plus compliqué, alors même qu'il y a des passages du journal qui sont quand même de vrais bijoux sur le plan de l'écriture, justement dans le côté très brut. Hein, parce qu'il appartient très, très visiblement à cette génération d'origine paysanne qui a été alphabétisée très vite. Le journal était criblé de fautes que je n'ai pas restituées en français parce que ça n'avait pas de sens. Il a une conscience, certes, hein, et cette conscience évolue, elle est extrêmement douloureuse. C'est un homme qui est dans la souffrance en permanence et qui expose sa souffrance dans son journal. Son journal lui sert à ce titre d'exutoire, et aussi c'est un lieu de construction du moi, hein, et de la conscience. Et voilà, seulement c'est une conscience dédoublée. C'est une conscience dédoublée, et à ce titre, c'est une sorte d'excursion. La lecture de ce texte est véritablement une excursion dans ce qu'a pu être justement la conscience sous la terre. En tout cas, c'est un livre très, très inattendu, je dirais, très, très étonnant, et qui, à mes yeux,
représente, marque une vraie surprise. Et puisque nous sommes avec Lupa Jürgenson et que nous sommes dans le genre très particulier du journal, nous allons enchaîner avec un autre livre surprise qui est signé par la plume d'une jeune fille qui répond au joli nom de Nelly Ptashkina, qui a très peu vécu, mais des années très intenses, qui s'était penchée dans un journal qui répond, je crois, au genre du journal intime. Un journal dont elle dit, page 145, et je crois que tout est résumé dans ces quelques mots: mon cher journal, tu es ma conscience. Une quête de soi aussi, notamment cette phrase extrêmement parlante que l'on peut détacher de son contexte et qui tient en ces mots: j'ai peur de devenir une personne inintéressante. Et la fille qui écrit ces lignes n'a pas 16 ans. Une quête de soi, la recherche, la construction aussi des valeurs morales, des valeurs tout court qui vont accompagner sa vie de femme dans l'univers social, et ses points de vue sur beaucoup de choses, sur le mariage par exemple. Il y a un certain, pourrait-on dire, un certain féminisme, en quoi elle se pose en digne contemporaine d'Alexandra Kollontai, du moins par certains aspects. Là encore, ce journal est une surprise, Lupa. Oui, ça a été une... Alors là, le journal, il vient aussi d'un grenier, décidément. Explorer vos greniers, je dirais. Mais je l'ai découvert tout à fait par hasard chez des amis qui venaient justement de débarrasser leur grenier. Et c'est un texte qui a été édité en France en 1920 dans une édition très confidentielle réalisée par la mère de Nelly Ptashkina juste après sa mort accidentelle. Une édition absolument introuvable. Et quand je l'ai lu, il m'est apparu immédiatement que ce texte méritait d'être connu des lecteurs français, entre autres. Donc voilà, c'est vraiment une découverte. Il s'agit, alors ce qui fait l'intérêt de ce journal, donc là on est dans un tout autre cas de figure. D'une part, c'est vrai que là on assiste à la... elle commence le journal à l'âge de 14 ans et il s'interrompt donc vers 16-17 ans, au moment où elle quitte ce qui est alors déjà l'Ukraine. Et ce qui présente là un intérêt majeur, c'est qu'on a les grands événements de l'histoire rendus par le regard d'une très jeune fille, puisqu'elle va assister à la Révolution. La famille doit quitter la ville de Saratov où elle est établie pour se réfugier à Moscou. Elle va ensuite à Kiev, d'où vient la famille maternelle de Nelly Ptashkina. Et pour finir, donc, le journal se termine sur le départ vers la France. Donc ce qui est documenté dans ce texte, ce sont en fait les années de la Révolution et surtout de la guerre civile. Mais ce sur quoi on connaît l'histoire, mais ce qu'on n'a que très rarement l'occasion de voir, c'est comment ces événements ont été perçus sur le moment par les gens qui les vivaient. Et justement, le regard d'une jeune fille qui restitue les propos de sa famille, puis qui dans sa quête de soi, se réalise justement à travers les distances qu'elle prend progressivement par rapport à sa famille pour se construire. Donc c'est dans tout ce dialogue avec les adultes qu'on voit comment les gens ordinaires percevaient ces éléments. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Elle va être aussi confrontée, donc sa conscience politique va se forger à travers ces événements,
Bon, donc on la voit au début très naïve, mais déjà complètement concernée, par exemple, par la paix séparée que les bolcheviks vont conclure avec l'Allemagne. Là, son patriotisme russe est en éveil. Voilà, elle réagit, elle commente ces négociations de paix qui a été donc qualifiée de honteuse par Lénine lui-même. Et peu à peu, donc cette conscience politique va vraiment se construire. Elle va être témoin à Kiev de certains événements de la guerre civile. Puis la famille elle-même, en tant que famille d'anciens industriels, va se trouver dans la ligne de mire de la violence. Donc elle va mûrir très très vite parce qu'il faut faire face aux perquisitions, aux dangers de toutes sortes, hein, on voit très très bien, surtout nous, avec le regard rétrospectif, on voit très bien ce qu'il risque, ce que risque la famille. Elle le voit aussi, mais moins. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est une certaine inconscience aussi face à ces dangers. Et puis elle va être témoin des pogroms de la guerre civile. Bon, elle n'est pas dans... Enfin, si, elle est dans l'épicentre dans la mesure où elle est à Kiev, mais la famille échappe à cette violence-là. Et peu à peu, donc, on s'aperçoit que c'est une famille juive et que cette conscience, cette identité qui avait été totalement gommée et inexistante jusqu'à un certain point, va se réveiller jusqu'à lui permettre aussi au moment où elle émigre, en fait, elle est dans une position complètement différente vis-à-vis de la Russie qu'au début, et se rendant compte de l'ampleur des violences antisémites, elle va dire à un moment, mais je suis contente de quitter ce pays. Alors qu'elle était complètement dans un déchirement total à cette idée, une centaine de pages auparavant. Donc voilà, on observe toutes ces strates de l'histoire. Le sujet, bon, en gros, c'est vraiment le sujet dans la tournure de l'histoire. Et en même temps, il y a la volonté chez elle, une volonté de jeune fille, mais très marquée, de ne pas se départir de son humanisme. Vous parlez des perquisitions, il y a une scène très marquante, c'est à Kiev, je crois. Elle assiste à une perquisition chez elle. Un officier sévit en montrant malgré tout quelques marques, disons, de délicatesse. Et elle en fait l'interprétation, pardonnez-moi, en lui sachant gré presque de ces marques délicates qu'il a manifestées à l'égard de sa famille et de sa mère, et en faisant ce commentaire, je crois que maman lui a plu. C'est... Il y a un parti pris d'objectivité et d'humanisme. Elle est plutôt de tendance socialiste. Hein, on voit bien la jeune fille qui serait engagée dans le mouvement social si elle avait pu rester, si la situation s'était prêtée. Et donc il y a ce parti pris de ne pas déclarer d'emblée que les bolcheviks sont des criminels. Elle cherche aussi, enfin, il y a une très grande exigence de pensée. C'est une jeune fille qui cherche à démanteler les clichés de pensée, à penser par elle-même. Ce qui va de pair avec la quête de soi en tant qu'écrivain. Suis-je écrivain et le serai-je un jour? Oui, elle veut devenir écrivain. Ce journal est une première tentative d'écriture. C'est un espace où elle cherche à construire son écriture. Bon, alors évidemment, on la voit tributaire de toutes les lectures que font les jeunes filles de l'époque. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi du point de vue de la culture et de la vie quotidienne, parce qu'on voit comment les gens vivent, ce qu'ils font. Ils vont au théâtre alors même que c'est vraiment la catastrophe absolue. C'est la dernière chose. Et du coup, voilà, parmi les questions morales, qui se présentent à elle, ai-je le droit d'aller au théâtre alors que tout est en train de sombrer? Et lorsqu'elle s'offre une place de théâtre, c'est un peu comme... Il y a un moment aussi assez pathétique où elle a un tout petit peu d'argent et elle s'achète
c'est combien de bonbons. Elle dépense tout son argent en bonbons. Donc là, c'est l'enfant qui prend le dessus. Et puis évidemment, elle se fustige après. Donc il y a toutes ces questions de morale qui se posent avec le regard sur l'histoire. Oui, la question ai-je le droit de, Ai-je le chez droit elle, ai-je le droit de, si par exemple elle s'autorise 15 jours sans prendre la plume, sans écrire, elle s'en fait de reproches. Et on voit aussi ses lectures, Anna Karénine, Victor Hugo, Les Misérables. Beaucoup de Tchekhov, beaucoup de littérature étrangère aussi. Donc on peut aussi cerner un peu ce moment où la culture fin de siècle, qui était à ce moment-là plutôt révolutionnaire, va devenir une culture partagée par l'intelligentsia, voilà, de 1916, 17, 18, et va se répandre dans la société, devenir la culture de référence. Donc voilà, un document aussi sur la vie culturelle dans les années de la Révolution. Et disons par la voie de l'émigration. Elle meurt d'une chute dans la cascade de Chamonix, où la famille s'est rendue apparemment très vite après l'arrivée à Paris. C'est une famille aisée qui a pu, malgré tout, mettre apparemment quelques bijoux de côté pour commencer une vie pas trop misérable en France. Donc voilà, c'est pendant ce voyage, ces vacances, ces premières vacances qu'elle se tue. Ce qui est très troublant, c'est que dans le journal, il y a un endroit où à Kiev, elle s'approche d'une falaise et face à ce vide, donc il y a toute une réflexion sur l'attrait du vide, et elle dit c'est peut-être comme ça que je périrai. Voilà. Donc il y a une sorte d'anticipation sur son destin. Et évidemment, c'est aussi cette chute qu'elle, pas dire qu'elle pressent, mais en fait qu'elle préfigure, en tout cas dans son journal, peut être lue aussi comme une sorte de métaphore de l'écroulement, et c'est ainsi qu'elle apparaît dans le journal, que cette parole apparaît dans le journal. D'abord, issu du désir de transmettre à la génération qui monte et qu'il ne verra plus, et dont il sait qu'il ne la verra plus, transmettre tout ce qu'il peut. Sur la famille, on a déjà vu ça dans les souvenirs d'une enfance au Caucase. Transmettre des données scientifiques pour les deux aînés, Vassil et Kirill, qui font des thèses ou qui sont amenés à en faire. Encore faudra-t-il après les défendre, et ça sera extrêmement difficile. Kirill ira faire toute la guerre et ira jusqu'à Berlin. Il fera toute la guerre, par chance il ne sera pas blessé. Vassil est soutien de famille, donc comme il s'occupe de pétrole, il a une position qui lui vaut de ne pas être appelé sous les drapeaux. Et donc l'obsession de Klavensky, c'est transmettre, c'est travailler pour oublier qu'il est en prison, parce que dans les lettres de Solowki, il y a tout, vraiment tout, mais rien sur le goulag. Ça, il s'interdit d'écrire là-dessus, pratiquement. Mais est-ce que ça ne tient pas tout simplement à la censure? Ce sont des lettres de Solovki donc, qui sont visées par la censure. Qui sont expédiées de Solovki. D'ailleurs, Klavensky, dans sa lettre 66, parle de ce pauvre censeur comme j'ai pitié de lui parce qu'il va lire toutes ses lettres. Et il a sûrement des maux de tête épouvantables. Ça, c'est un exercice littéraire obligé. Il y avait ça chez Pouchkine. Oui, enfin, le censeur de Pouchkine, on peut penser que c'était un écrivain. Tandis que le censeur de Solovki, on ne sait pas qui c'est. On sait seulement qu'environ 10 lettres ne sont pas arrivées à destination, puisque nous en avons 92 et que la numérotation va jusque 103.
vous avez fait allusion aux lettres du Caucase, s'il vous plaît, puisque ça fait l'occasion d'une précédente parution. Oui, les lettres, les souvenirs d'une enfance au Caucase sont parus en français en 2007, après un chemin tourmenté, parce que chez Floriansky, tout est toujours tourmenté, étant donné qu'il emploie généralement les mots à la périphérie de leur sens. Ce qui fait s'arracher les cheveux à la traductrice. Je suis pas Constantin Bronicotte. Ça change un peu la perspective. Les souvenirs d'une enfance au Caucase sont aussi, sont écrits quand il est en liberté, mais sont aussi le témoignage, la nécessité de transmettre ce que lui, on a essayé éventuellement de lui cacher. Il a fait, par personne interposée, des recherches généalogiques, parce que quand sa mère lui demandait, quand il demandait à sa mère comment s'appelait ta mère, etc., il se heurtait à un mur de non-réponse, de non-savoir, d'occultation complète de ce qui avait précédé. Or, c'était bien avant la Révolution. Et donc, il fait cela. Et récemment, j'ai vu en ligne un document qui m'a beaucoup touchée. Quand Olga est née, elle est née en 1918, Floriansky a offert à sa matushka, Olga Mikhaïlovna, Anna Mikhaïlovna, pardon, un grand cahier. Et il lui a dit, je veux que tu fasses ton journal pour transmettre à tes enfants. Et elle n'a écrit que 10 pages, c'est 10 pages pathétiques parce que c'est le journal d'une époque terrible, d'une misère noire. Mais elle explique les premiers progrès de sa fille, ses premiers pas, etc. Et après, elle dit papa n'était pas content parce que je n'ai pas écrit dans ce journal depuis. Donc c'est cette volonté de transmettre est là, et elle persiste dans les générations actuelles de Floriansky. Quand ils sont tout petits, les arrière-petits-enfants, ils savent déjà que le tableau à la galerie Tretiakov, c'est le portrait de notre arrière-grand-père. C'est une chose qui est vraiment dans la gens, et le concept de gens est au sens latin, c'est une chose essentielle chez Floriansky. Il y a quelque chose d'étonnant. Paul Floriansky était un homme d'un diapason extrêmement large, aux connaissances encyclopédiques, aux connaissances scientifiques, en géologie notamment, en botanique. Il y a des pages tout à fait inattendues dans ces lettres publiées. On a l'impression non pas de voir un prisonnier du goulag, mais quelqu'un qui herborise sous les latitudes boréales, qui consigne ses observations dans son cahier avec un soin presque jouissif. C'est quelque chose de tout à fait surprenant et même de discordant avec le destin qu'il est en train de subir. Autre source d'étonnement, je me l'expliquais par la censure, vous allez me dire si c'est juste ou pas, il n'y a pas de théologie pratiquement dans ce livre. Non, et pour cause, c'est effectivement ça. Il y a de temps en temps des allusions, comme par exemple, quelqu'un autour de lui a dit, en trouvant un clou qui était probablement tombé d'un fer à cheval quelque part, Floriansky était très myope. Non seulement il était très timide, mais il était très myope. Donc il voyait beaucoup de choses. Il avait du moins 6 dioptries. Et cette personne autour de lui a dit c'est le clou qui crie dans le désert, Ghost, au lieu de la voix, allusion à Saint Jean-Baptiste. Et alors il signale la chose. Pour le reste, il donne par exemple des citations du Coran, parce que dans l'Évangile on trouve des choses voisines, mais c'est très rare et très épisodique.
Est-ce que vous pourriez dire en quelques mots quelle aura été la contribution de Paul Florensky en matière de théologie? Quel est son apport? Quel est le sens de son œuvre? Florensky est quelqu'un qui veut tout embrasser, tout connaître. C'est pour ça qu'il s'intéresse énormément à l'occultisme, et dans un grand ouvrage que peut-être si Dieu donne je traduirai, qui s'appelle La philosophie du culte, et qui en fait est une série de 8 conférences. Ces 8 conférences ont été fréquentées assidûment par des occultistes. Mais ce n'est pas par goût pour l'occultisme en tant que tel, c'est par goût pour la connaissance en tant que tel. Il travaille dans un système d'antinomie, il veut vraiment tout savoir. En tout cas, sa grande œuvre, ce qu'on considère comme sa grande œuvre, et qui a été traduite dans son temps par Konstantin Andronikov, c'est la colonne et le fondement de la vérité, 1914, et on considère ça comme le sommet de son œuvre, mais Foudel notamment, que j'ai eu aussi la joie de traduire, Foudel, qui était un jeune ami de Florensky, dit que la colonne et le fondement de la vérité a très tôt cessé de satisfaire Florensky. Sa pensée était déjà plus loin, au-delà. Si on regarde le Bogoslovski Vestnik, le messager de l'Académie de théologie de Moscou, si on regarde les sujets de mémoire qu'il donne à ses étudiants, on verra une très grande ouverture. C'est pas purement théologique, loin de là. C'est toujours cette idée d'un grand spectre. D'ailleurs, quand Florensky était rédacteur en chef du messager théologique de l'Académie, il avait ouvert, il avait fait une publication multidisciplinaire et extrêmement intéressante. Par exemple, le Bogoslovski Vestnik est soit sur compact disque, soit en ligne, je ne sais plus exactement. Mais on voit ce diapason qui n'arrête pas de s'ouvrir. Et dites un mot, s'il vous plaît, sur l'histoire de la redécouverte de ces lettres ou de leur utilisation en vue d'une parution. Vous dites qu'en 1993, vous êtes allé au Solovki. Est-ce que vous aviez connaissance de ces lettres le jour où vous tombiez dans les bras du capitaine? Je tombais dans les bras du capitaine au 150. Et à l'époque, j'avais déjà les manuscrits de toutes les lettres. Les lettres ont été maintenues sous le boisseau par Anna Mikhaïlovna en 1967. Elle les a confiées à son petit-fils Pavel. De 67 à 98, ça a été en différents stades de parution. Parution d'abord dans des périodiques, et ensuite en 98 le gros volume aux éditions Mouisli. Et maintenant Pavel est en train de faire une chose multi-auteur, une grande série de probablement 4 ou 5 ouvrages, dont pour l'instant 3 tomes sont parus, de 4 auteurs. Florensky, Roman Nikolaevich Litvinov, le chimiste qui travaillait avec lui, Alexei Feodosievich Wangenheim, qui a créé le service météo de l'URSS et qui était un communiste extrêmement patenté, qui écrivait à Staline qu'il n'avait rien fait, etc., etc. Et le personnage numéro 4, Briantsev. Et on voit une colossale différence entre les lettres. Litvinov râle, décrit un petit peu le goulag et dit que voilà, il a
compagnon qui a connu Pierre dans ses années d'étudiant, et que pour la littérature, ils sont assez d'accord. En fait, si j'ai bien compris, Litvinov, qui était de Nijni Novgorod, et Florensky qui s'étaient rencontrés lors de l'exil de Florensky à Nijni Novgorod en 1928. Et ils se retrouvent au Goulag, si j'ai bien compris. Tandis que Wangenheim était tout à fait d'un milieu différent. Et tous ces gens-là ont connu Yuri Tchirkov, le jeune Yuri Tchirkov, que ma voisine a fait la joie au monde d'offrir, qui est ce lycéen de 15 ans expédié au Goulag et qui a eu pour professeur Florensky, Wangenheim et d'autres spécialistes de ce genre. Florensky est fusillé le 8 décembre 1937. Oui. Son dernier écrit. Son dernier écrit, c'est la lettre c'est du 11 juin, je crois, 1937. Où il explique qu'il a à côté de lui un Polonais d'un côté, un Tchétchène de l'autre, que ce Tchétchène a des yeux redoutables, qu'il a sûrement déjà oxy une trentaine de personnes, et qu'on lui a demandé, oui, enfin chez vous, on tue les gens 30 par jour. Oh, non, dit l'autre, pas 30, mais 6 ou 7 seulement. Donc, imaginez-vous, Anna Mikhailovna est morte sans savoir, de même que ses 3 fils, sans savoir quand le père était mort. D'où cette date de 43 qui a... Cette date de 43, c'était une politique du NKVD pour désinformer les gens. Il donnait, pas toujours, mais éventuellement, une date, jour et mois, plus ou moins proche, 15 décembre, c'est 8 décembre. On avait dit 43 et de maladie ou de n'importe quoi, lieu inconnu, et c'était 37, comme pour beaucoup d'ailleurs, pour beaucoup de prisonniers du Goulag, on a une histoire analogue. Mais seules les 2 filles ont su ce qui était arrivé à leur père, comment et pourquoi. Et on a su aussi ce qui était arrivé à Sacha Polikarpov, le meurtrier, l'exécuteur des basses œuvres du NKVD, auquel a été lui aussi fusillé. Non, pardon, il s'est tiré une balle dans la tête. On a sa dernière lettre. Ne punissez pas ma femme, j'ai rien fait, j'étais un pauvre exécutant. En quelle année? En 39. Petit intermède musical qui va nous permettre de faire la transition vers vous, Xenia Guénaud. Très belle musique pour présenter une saga qui tombe parfaitement à propos. Il me souvient d'un concert de jazz auquel j'ai assisté en Russie, et dans la salle, comme souvent en Russie, un téléphone portable se met à sonner. Et le musicien sur scène enchaîne sur le sujet musical. Donc, sous les yeux, nous avons ce livre d'Irina Golovkina qui s'appelle Les Vaincus et qui a pour sous-titre, ou surtitre en l'occurrence, une saga sous la terreur stalinienne. Et je crois qu'aucun de ces mots n'est usurpé. Les Vaincus, oui. Une saga, oui, du point de vue du genre littéraire, du traitement littéraire de cette histoire. Irina Golovkina, écrivain ou pas écrivain? À vous de juger, bah oui, bien sûr, l'écrivain, mais c'est l'écrivain d'un seul livre. Donc, et en train d'être découverte. Et malheureusement, il y a pour l'instant très peu de critiques, très peu de recherches. Tout le monde entend? Pas très peu. Oui, alors je vais rapprocher le micro parce que...
plutôt rapprochez-vous du micro. Donc, Eileen Bradington est l'écrivain d'un seul livre, et pour l'instant, j'espère qu'elle sera bientôt très connue en France. En Russie, elle est moyennement connue encore pour l'instant. Il y a eu déjà plusieurs éditions du livre, mais ce sont des éditions dont le tirage est assez modeste, malheureusement, et je le regrette infiniment. Écrivain, oui, je pense. Donc écrivain d'un seul livre, on a là une saga, l'histoire d'une famille. Cette histoire coïncide avec les années de terreur stalinienne. La famille qui est au centre de cette histoire est celle des Vologovski, une famille d'extraction ancienne, de la noblesse d'avant la Révolution. Un personnage aussi que l'on peut regarder comme central, en tout cas protagoniste, c'est le prince Oleg Andreevitch, qui est dans la clandestinité, lui. Parlez-nous de son histoire. Oui, donc c'était un officier blanc qui se retrouve à l'hôpital, blessé, et bon, on n'a pas trop envie de dévoiler toute l'intrigue, et il se retrouve... Ça finit mal, de toute façon. Il se retrouve dans un hôpital. Ensuite, il parvient à échapper au massacre de tous les officiers blancs qui a lieu. Et ensuite, il porte un faux nom. Il se retrouve sous un faux nom. Et là, il y a une espèce de seconde naissance. Donc c'est toute la seconde partie qui raconte tous les événements de cette période. Il y a un personnage aussi étonnant qui est le personnage du narrateur et qui répond au drôle de sobriquet de... Oui. Alors c'est pas exactement le narrateur, c'est donc le personnage de Yolachka qui, durant la guerre civile, est une sœur de la charité qui devient ensuite, réussit à se reconvertir et devenir infirmière. Elle mène un journal intime qui entrecoupe en fait le récit du véritable narrateur, un narrateur classique omniscient. Et il y a justement toujours un système d'écho entre la narration, les dialogues, la mise en scène, etc., qui est orchestré avec beaucoup de talent, et justement ce journal qui donne une vision légèrement différente des mêmes événements et qui y répond parfois, qui prend le relais de la narration, mais sous une forme légèrement différente de journal intime, avec beaucoup plus de passages réflexifs sur les destinées de la Russie, ou sur toutes sortes de notions. Alors une question qui tout de suite se pose, c'est celle de l'assise documentaire de cette histoire. Attendu que c'est une œuvre de fiction, que le genre, l'écriture, la narration, la conduite du récit, la dynamique, l'intrigue, tout cela relève de la production littéraire de fiction, mais il y a cette mise en garde, dirais-je, cet avertissement de l'auteur, et là c'est Golovkina qui nous parle. Attention, rien de ce qui figure dans ce livre n'est inventé. Oui, je pense que c'est toute la force justement de ce livre, qui est en même temps un roman au sens propre, au sens fort, c'est-à-dire que les personnages sont de véritables personnages. J'espère qu'on pensera à Oleg Andreevitch comme véritablement un personnage littéraire, peut-être pas au même titre, mais je pense au Prince André. Donc, ce sont des personnages qui ont presque leur autonomie, et quand vous lirez ou quand vous avez lu le livre, je pense qu'on vit ces personnages, on se les imagine, on se les dépeint,
comme de véritables personnages. Et en même temps, effectivement, tout ce qui est décrit, Elie Nagarov a tout puisé dans la réalité de sa propre biographie, de son entourage, de ses amis. Donc c'est comme s'il y avait eu un film réel qu'elle aurait découpé en tout petits morceaux et reconstitué en une espèce de mosaïque, si on imagine une mosaïque en film. Donc le moindre détail est quelque chose qui s'est produit en réalité. Et effectivement, bien que ce soit une fiction, je pense que l'extrême vivacité du récit, justement, tient au fait que tout tient à cet ancrage dans la réalité. Une place très grande est faite à la musique dans ce livre. D'une part parce que les personnages, pour certains, sont musiciens, et d'autre part parce que dites-nous tout. Donc Elie Nagarlovkina est la petite fille du grand compositeur Rimsky-Korsakov. Elle est d'ailleurs née dans la propriété de son grand-père en 1904. Et effectivement, donc, le personnage d'As joue du piano, est destiné à devenir une grande pianiste, une véritable virtuose, et tout le récit est effectivement ponctué non seulement par des références, mais tout le récit est ponctué soit par des références, par exemple si ça joue tel morceau, on a automatiquement envie d'aller écouter ce morceau, puisque le narrateur nous révèle tous les sentiments qu'éprouve le personnage d'As en jouant ce morceau, quand elle se prépare à le jouer en concert, etc. La réaction d'autres personnages face à la musique. Donc effectivement, le thème musical traverse vraiment toute l'œuvre. Nous sommes là, je crois, en face d'un livre important, d'un grand livre, mais en même temps qui dit littérature, tout court, grande littérature, dit aussi polémique peut-être. Et je suis tenté d'apporter une petite touche polémique. S'agissant du personnage du prince Oleg Andreevitch. C'est un personnage évidemment tragique, parce que sans dévoiler la fin, je vous laisse entrevoir qu'il ne finira pas bien. Personnage donc tragique, un personnage poignant qui est un but de culture, des valeurs qui l'ont construit. Il y a tout ça dans ce personnage. Il y a une dimension de nostalgie qui est extrêmement poignante et pathétique. Il est peut-être plus que les autres l'incarnation, la justification du titre, les vaincus. Mais en même temps, je dirais, c'est pas un personnage tolstoïen dans son rapport à certaines choses, comme par exemple son rapport au peuple. Les gens du peuple, pour lui, le peuple c'est la plèbe, c'est la bataille. Et quand on pense à Tolstoï, à la façon dont il magnifiait le moujik, là on n'est pas du tout là-dedans, il y a comme une pointe de mépris. Même chose aussi, alors j'ai reçu un peu tardivement le livre en français, je l'ai lu dans sa version russe. Je ne sais pas de quelle heureuse manière vous avez sublimé tout ça, mais il est carrément antisémite, le prince Oleg Andreevitch. Et moi je dirais que de ce point de vue-là, la lecture laisse un certain malaise, comme on s'est dit. Je commence par le début, par la fin. Si vous êtes je vais libre. commencer par la fin, puisque vous dites que vous avez lu le livre uniquement en russe. Effectivement, on a un petit peu édulcoré ce côté, donc je suis obligée de l'avouer ici, dans la version française, cet aspect du personnage d'Aliyev est un petit peu gommé. Je ne suis pas tout à fait... Effectivement, ce n'est pas un personnage qui est l'idéal pour
tous les lecteurs. Et je pense que l'idéal ressort plutôt dans le personnage d'As, qui effectivement est beaucoup plus fine dans ses jugements et qui justement, pour, si on repart de cette question d'antisémitisme, s'oppose de façon très virulente à l'antisémitisme de sa grand-mère. Et je pense, je profite je voudrais en profiter pour dire justement que le fait que ce soit un roman et qu'il y ait cette multitude de personnages qui sont tous différents, qui ont chacun leur bagage, mais qui ont aussi chacun leur vision, non, je ne pense pas que ce roman soit antisémite. Il y a énormément en soi antisémite que ce roman impose une vision unique, politique, religieuse même, puisque Joschka aussi a des points de vue avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Chacun a sa teneur et vit un petit peu indépendamment, et on n'est pas obligé d'adhérer totalement à tous les personnages. Et sur la vision du peuple? La vision du peuple, effectivement, Alen Andreevitch est un... C'est pas Tolstoï quand même. Chez Tolstoï, on a des gens un petit peu parfois bornés et limités. Voilà. Que simplement, Alen Andreevitch n'a pas vocation. Ce n'est pas l'idéal, l'incarnation de l'idéal ni tolstoïen, ni d'Irina Navarro, qui je pense. Justement, je pense que c'est ça qui fait aussi la vérité de l'œuvre. C'est que les gens ont leurs faiblesses, chaque personnage a ses faiblesses, et c'est de là que vient la vie, effectivement. Je pense que cela donne de l'authenticité à cette œuvre, bien que ce soit une fiction, mais qui est finalement, et des personnages comme Alen Andreevitch, il y en a eu, il y en a, donc peut-être que justement c'est criant de vérité. En tout cas, donc voici pour cet ouvrage qui ne vole pas, ce titre qu'il se donne. Je pense que c'est une fabrication d'éditeur, de saga. Du point de vue de l'ouvrage en soi, ce n'est pas usurpé. Sachez que nous entrons dans la phase finale de notre rencontre. J'ai encore une question grave à poser à Luba Jürgenson. J'invite néanmoins la salle, en prévision de la fin désormais proche de cette rencontre, à préparer d'éventuelles questions. Je ne vous ai pas interrogé, Luba, sur ce travail de Margolin qui s'appelle « Voyage au pays des écarts ». Alors on doit faire vite parce que le temps presse. Et comment faire vite sur une œuvre qui tient en tant de pages? Disons qu'il s'agit là d'un témoignage en prise directe sur une expérience vécue au Goulag. Et l'auteur, victime, fait œuvre de mémorialiste et de témoin des journées qui ont suivi sa libération et sa survie miraculeuse. Il en est sorti donc un livre dont la forme achevée a existé bien avant les grands témoignages historiques sur le Goulag, avant Solzhenitsyn, avant Chalamov et avant tous les autres. Il y a un mystère derrière ce livre. Tant de vérités concentrées dans un livre, si tôt dans l'histoire, et puis finalement une révélation si tardive, même s'il y a eu, je crois, dans les années 50 ou 49, aidez-moi, chez Calment Lévy, une première tentative. Comment se fait-il qu'un témoignage de cette authenticité, je dirais aussi de cette intelligence, soit passé à côté de l'histoire? Je crois que tout simplement, alors je dis juste un mot sur, effectivement, il y a eu une édition en 1949 chez Calment Lévy, et Julius Margolin a été témoin au procès qui opposait David Rousset aux lettres françaises. Donc à l'époque, le livre
a été non seulement commenté, mais aussi a été parmi les pièces produites lors du procès. Et par la suite, bon, je ne vais pas m'attarder sur le procès Rousset, mais qui a bien montré avec le procès Kravchenko que la société n'était absolument pas prête à entendre les révélations sur Goulag, bon, pour des raisons multiples, à la fois politiques et le fait qu'on était très peu de temps après la guerre. Donc, ce livre qui est paru à ce moment-là avait été amputé d'un tiers. De même que le livre russe qui est paru 2 ans plus tard aux éditions de Tchekhov en émigration, mais ce n'était pas le même tiers. Alors, le tiers que l'édition russe a sucré concernait en fait la spécificité de ce témoignage, parce que Yuriy Margolin n'était pas un soviétique, et c'est ça aussi qui rend ce témoignage tout à fait particulier. Il était citoyen polonais émigré en Palestine, qui s'était trouvé donc en mauvais endroit au mauvais moment. La première partie du livre documente de façon magistrale cette page de l'histoire qu'on connaît relativement peu, à savoir le destin des réfugiés polonais, donc une partie des Juifs, qui ont fui les troupes allemandes vers l'Union soviétique, qui se sont fait coincer lors de l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique le 7 septembre. Donc il documente tout cela. Alors je crois que ce n'était pas la priorité pour l'émigration russe à l'époque de s'attarder sur le destin de cette population-là. Donc ça a été sucré. Alors en revanche, le livre français, on s'est posé beaucoup de questions sur les coupes qui avaient été pratiquées et je n'ai pas trouvé dans la correspondance de Margolin de réponse univoque à cette question. Le livre avait été traduit par Nina Berberova. Donc on sait que les éditeurs imposaient leurs normes un petit peu au poids, mais au vu des passages coupés, on peut dire que ce qui a été ôté, c'est quand même tous les chapitres qui montraient vraiment la violence radicale au Goulag et notamment la violence qui était faite au corps, c'est-à-dire tout ce qui touchait à la mort due à la faim, à l'épuisement, etc. Il y a des pages très naturalistes. Et en fait, Margolin est parmi vraiment les premiers témoins qui documentent cet aspect-là du Goulag. Et je crois que ça, c'était totalement inaudible. D'autre part, il y a aussi un propos comparatiste qui était inaudible à l'époque, puisque dans sa réflexion sur la violence et sur la haine, il compare l'Allemagne nazie à l'Union soviétique. Bon, il va de soi que, en 1949, ce propos ne pouvait pas être entendu. Je crois que c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que ce livre, après avoir eu un bref succès, a été complètement enterré. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'édition française est la seule édition complète de ce témoignage. Quant au deuxième livre, j'en dis juste un mot. Oui, bien sûr. C'est la suite, mais pas tout à fait la suite. C'est un vrai livre. C'est un vrai livre. On peut le regarder comme un essai. Alors, c'est un vrai livre qui est composé de... C'est la suite. Enfin, bon, pour aller vite... Qui s'appelle Le livre du retour. Pour aller vite, je dis que ce livre est au premier ce que la trêve de Primo Levi est à Si c'est un homme. C'est-à-dire, c'est le voyage du retour. Donc, c'est un récit du retour qui est raconté à partir des lieux que Margolin parcourt. Et ce parcours représente, en fait, il retraverse les lieux par lesquels il était passé au moment de sa déportation. Donc il refait en sens inverse le parcours qu'il avait conduit au camp, en s'arrêtant donc dans ces lieux, en racontant chaque fois une strate de ce voyage liée en particulier à tel ou tel lieu. Bon, vous pensez bien, il a eu la chance extraordinaire d'avoir été libéré dans le cadre des accords bilatéraux entre l'Union soviétique et les Alliés qui ont permis aux Polonais déportés en Union soviétique de regagner la Pologne et ensuite pour lui donc, de repartir en Palestine, qui n'est pas encore Israël.
Et donc, imaginez ce que ça représente pour quelqu'un qui est resté, qui en tout a disparu du monde pendant 7 ans et qui revoit le monde après la guerre. Bon, déjà, il découvre l'ampleur de la catastrophe qui est donc du génocide des Juifs. Il le savait, mais là, il constate ce qui s'est passé. Et puis, il voit aussi la soviétisation progressive de ce monde qui, désormais, fait partie du bloc soviétique. Voilà. Donc, c'est tout cela, plus ce par quoi on a commencé, hein, c'est-à-dire une réflexion sur la façon de restituer cette expérience. Voilà. Comment peut-elle être dite et Margoline est un vrai écrivain, hein, donc il y a un projet d'écriture et un penseur qui peut polémiquer avec Sartre, avec Rimbaud, enfin qui... Oui, en fait, il est philosophe de formation, mais il a une véritable plume. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est son identité de philosophe aussi, et son attachement au savoir, hein, qui lui a permis précisément de dresser presque une anthropologie du monde concentrationnel. Merci. Il nous reste 5 petites minutes. Nous allons prendre, puisque nous allons devoir libérer la salle, donc nous sommes placés dans des conditions léonines, nous allons prendre quelques questions et obligation sera faite à nos amis d'y répondre en régime de tac au tac. Y a-t-il des questions? Madame Boss, est-ce que dans ces lettres, est-ce que Trotsky était là-bas? Est-ce que les lettres de Trotsky se trouvent là? De Trotsky? Est-ce qu'il était bien là-bas? Trotsky? Iosif Trotsky? Non, pas du tout. La réponse est non. Allez-y. Une question, c'est à propos des vaincus. Vous avez dit que la version française avait atténué et édulcoré certains accents antisémites. J'ai bien compris, la version russe. Et pourtant, dans la postface, il est dit que la version française restitue l'intégralité, le texte original qui avait été publié en 92, un petit peu coupé. Alors ça me paraît contradictoire. Non, mais ici, à des gros passages. Juste en France, il y a des lois qui existent. Donc on a... J'étais obligée de dire ça. Je vais m'en mêler. Les passages, moi je trouve qu'il n'y avait rien de choquant, mais effectivement on m'a demandé, les éditions m'ont demandé de supprimer parfois un mot à la place du mot juif, par exemple, de mettre autre chose. Donc ce n'est pas du tout déformé, c'est simplement un petit peu lissé. Et effectivement, la version française correspond tout à fait au texte original dans son intégralité. Mais justement, pour cette traduction du mot, on lisse toujours, parce que depuis longtemps en Russie, les écrivains ne disent pas le juif, mais disent le youpan. En français, sa traduction serait le youpan, juif. Donc, si vous voulez, votre propos tout à l'heure en taxant l'auteur d'antisémitisme, c'était quelque chose d'absolument répandu depuis très très longtemps. Et même quand vous voyez des lettres de Tolstoï, il ne parle pas du juif, il parle du youpin. Il utilise toujours le mot juif. Je travaille sur Tchekhov, il utilise toujours le mot juif. Et quand il met Evrei, c'est vraiment qu'il veut faire une grosse différence. Je suis désolée. Dans les vaincus, on lit jamais le mot, on est obligé de lisser. C'est jamais le mot. On est obligé de lisser parce qu'en français, ça a une connotation épouvantable. Mais eux, c'était la norme. J'exagère. Juste cette volonté de polissage émane de l'édition des Cires ou de la législation française? Exactement, on m'a demandé. Ce sont vraiment, c'est peut-être 2 ou 3 endroits et c'est peut-être un mot. Enfin, il ne faut pas en faire un. Il n'y a aucune déformation du texte original. Tout est gardé, de tout le dialogue, et tout est. Est-ce que avant de l'éther, quand on a donné un exemple Par exemple, voilà, je sais pas, il y a un personnage qui s'appelle et quand il apparaît, avec je ne sais plus s'il y a un dialogue, un juif, et on m'a demandé d'écrire un homme. Voilà.
Ah oui, c'est pas... S'il vous plaît, encore une question dans la salle? Alors, je crois que le moment est venu de rendre la salle. Un grand merci à nos trois invités. Vous savez, traduire, c'est pas le goulag, mais c'est un sacerdoce. Et nos trois traductrices sont porteurs de projets au long cours, comme il existe des capitaines au long cours. Et je crois que nous, lecteurs, eh bien, nous ferons une joie de tomber dans les bras de ce capitaine-là. À vous trois, merci beaucoup.